Superman, laissé à l'abandon depuis 1987, de nombreux projets voient le jour dans le courant des 90s, comme le légendaire Superman Lives de Tim Burton, devant traiter la mort du héros puis sa résurrection et mettant en scène Nicolas Cage dans le rôle titre. Après un véritable development hell, le projet finit par être abandonné et il faudra attendre le début des années 2000 pour qu'une nouvelle idée voie le jour. Superman Flyby, un plan ambitieux sur plusieurs films, est mené par J.J. Abrams au scénario osé et guère respectueux des canons de Superman, nous présentant entre autres un Lex Luthor agent kryptonien sous couverture d'employé à la CIA, une Krypton toujours existante et un Clark ayant besoin de ses lunettes afin de canaliser ses pouvoirs oculaires. Seulement, l'argent finit par manquer, le projet Superman Flyby est déserté en 2004 et c'est l'idée présentée un an plus tôt par le réalisateur des X-Men, Bryan Singer, à Richard Donner et à sa femme, qui sera retenu, puis officialisé. Singer refuse le tournage du troisième film X-Men pour se consacrer à son Superman, souhaitant se rapprocher au maximum de la vision du premier film de 1978. Le budget colossal est fixé à plus de 200 millions de dollars, soit 2 fois plus que pour un film comme Le Retour du Roi, sorti 3 ans plus tôt, ou encore 50 millions de plus que le Batman Begins de Nolan l'année précédente. Les critiques à sa sortie au début de l'été 2006 sont mitigées et Superman Returns remporte à travers le monde la coquette somme de 391 millions de dollars. Un résultat plus que correct, mais pas satisfaisant pour la Warner, qui en espérait davantage et décide pour cette raison d'en annuler la suite, pourtant bel et bien envisagée. Bien le bonjour les Inxeos et vous êtes sur Oz Comics, nouvel épisode de Magnétoscope. Vous allez me dire Oz, tu fais que ça sur cette chaîne, où sont les reviews comics et les autres reviews? Eh bien ça arrivera en même temps que la maison j'imagine, donc d'ici cet été, vous inquiétez pas. C'est juste que là en ce moment je lis plus pour plusieurs raisons, j'ai pas trop le temps, donc du coup c'est compliqué de faire des reviews comics. Par contre j'ai le temps de regarder des films, surtout j'ai le temps de vous faire des reviews sur des films que j'ai déjà vus et que je connais par cœur. Aujourd'hui on va parler de Superman Returns, sorti en 2006, réalisé par Bryan Singer. Superman Returns qui nous raconte les aventures de Superman 5 ans je crois après son départ pour sa planète originelle, ou enfin ce qu'il en reste, les débris de Krypton. C'est-à-dire qu'on a Superman qui délaisse la planète Terre pendant 5 ans et sa chère et tendre Lois Lane afin de d'en savoir plus sur ce qui s'est passé à Krypton et d'en découvrir plus sur ses racines. Pendant ce temps-là, Lex Luthor sort de prison et lorsque Superman revient 5 ans après, il redécouvre la Terre qui a appris à vivre sans son sauveur, sans Superman. Et il retrouve bien évidemment Lois Lane et il retrouve Lex Luthor qui va lui causer bien des ennuis. Voilà pour le résumé du film, un résumé relativement concis mais c'est le principe d'un résumé. Quel rapport j'ai avec ce film? Eh bien Superman Returns, je suis allé le voir à sa sortie en salle, c'était en juillet si je ne m'abuse, je me souviens qu'il faisait très chaud. Et voilà, ça devait être en juillet, en tout cas c'était au courant de l'été 2006. Et je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais avec mes potes et en ressortant de la salle j'étais un des seuls à être hyper hypé, à être hyper enthousiaste. Tout le monde s'en foutait finalement de ce film, du film qu'ils venaient de voir. Mais moi j'étais comme un fou, voilà, j'avais bien kiffé ce que je venais de voir. Voilà le rapport que j'ai avec ce film, un film qui ne m'a jamais quitté depuis 2006 et que j'ai toujours apprécié et défendu sur internet. Et je suis un des seuls à le défendre ce film. Je l'aime beaucoup, donc on va commencer pour cette raison par les points négatifs, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ce film, beaucoup de trucs qui me dérangent un peu, et c'est pour cette raison que je porte un regard relativement mitigé sur cette œuvre quand même, hein. Voilà, parce que je l'aime bien, mais j'admets qu'il y a quand même des erreurs. On va commencer par ce qui me paraît être le plus gros, ce sont les maladresses d'écriture. Au niveau des scénarios, il y a des incohérences, il y a des trucs qui collent pas. L'âge du gamin. Parce qu'on nous explique que Richard, qui est le nouveau compagnon de Lois, est persuadé que c'est son gamin. Voilà, le gamin, logiquement, devra avoir 5 ans minimum, puisque le gamin, c'est le fils de Clark, hein, c'est le twist du film, on apprend que le fils de Lois Lane, c'est le fils de Superman. Sachant que Superman s'est barré à 5 ans. Donc ça voudrait dire que le gamin a minimum 5 ans. Sauf que Richard est persuadé que c'est son môme, en fait. Lois lui a jamais dit, voilà, c'est l'enfant d'un autre homme que j'ai connu, acceptes-tu de le prendre sous ta coupe, machin? Non, c'est juste que Richard est persuadé que c'est son enfant biologique. Ça voudrait dire que Lois Lane a rencontré Richard immédiatement après que Superman, pardon, l'ait quitté. Voilà. Puisque on est encore dans cette putain de saga à la con, puisque pour moi, je vais ouvrir un peu parce qu'il fait très très chaud.
Pour moi, Superman Returns fait partie de la saga Richard Donner. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. On reprend exactement la même direction artistique, le même générique, le même opening, hein, donc la même musique, les mêmes thèmes musicaux forts, on va dire, le même Lex Luthor. On reprend l'article I Spent the Night with Superman que Lois Lane avait écrit dans le premier film de Donner. On nous fait comprendre que Lex Luthor est déjà venu dans la forteresse de solitude des années auparavant. Bref, il y a beaucoup d'indices dans le film qui nous font clairement penser que ce Superman Returns est la suite du 1 ou alors du 2. Après, on peut ne pas prendre le 3 et le 4 en compte, mais voilà. On est clairement, pour moi, dans la saga Richard Donner. Ce film est un immense hommage au film de Richard Donner, si ce n'est une suite pour ceux qui voudraient en voir une. Quoi qu'il arrive, c'est pas déconnant. Et donc, on est toujours dans cette saga dans laquelle Clark Kent est condamné à n'être qu'un collègue de travail aux yeux de Lois Lane. On est toujours là-dedans. Ça fait 20 ans que le dernier Superman est sorti au cinéma lorsque Superman Returns arrive sur les écrans. On est en 2006, le Superman 4 date de 87. Ça fait 28, ça fait pas loin de 30 ans que le premier Superman est sorti. Il y a eu 4 films plus celui-ci, 5 films. Et au final, la relation Clark Kent-Lois Lane n'a toujours pas évolué d'un iota. C'est un gros problème pour moi. Et Lois Lane ne sait toujours pas que Superman et Clark Kent ne forment qu'une seule et même personne. Ça m'emmerde aussi. Même si on considère que celui-ci est la suite du premier film, au bout d'un moment, il faudrait quand même passer le stade supérieur, on va dire. Donc voilà, il y a cette incohérence temporelle au niveau de l'âge du gamin. Ça voudrait dire que Lois Lane a, genre 1 mois après sa rupture avec Superman, qui est pourtant l'amour de sa vie, elle nous le fait comprendre, un mois après sa rupture avec Superman, qu'elle a rencontré tout de suite Richard et que tac tac bim bim, voilà. La meuf n'a pas chômé. Grosse erreur d'écriture, c'est la caractérisation de Superman, puisque il y a 2-3 trucs qui collent pas avec le personnage qu'on connaît de Superman. Depuis quand Superman serait prêt à abandonner la planète Terre pendant 5 ans pour des raisons personnelles qui plus est? Les seules fois où Superman peut éventuellement accepter de se barrer à droite à gauche et de laisser la Terre à la portée du premier connard venu, c'est pour une mission bien plus grave, bien plus importante, tu vois, lorsqu'il a affaire avec la Justice League dans l'espace ou quoi, voilà. Mais là, quand il arrive, Superman qui abandonne la planète pendant 5 ans, c'est énorme. Pour des raisons personnelles, je le répète, c'est ça qui me choque. Ça fait un peu de défaut avec ce qu'on connaît de la caractérisation habituelle de Superman. Et puis, on nous apprend également dans le film que Lex Luthor a été libéré parce que Superman, du coup, vu qu'il s'est barré, il n'a pas assisté au procès de Lex Luthor. Donc du coup, il manquait un témoin, quelqu'un pour témoigner, quoi, tout simplement, à la barre. Et du coup, cette absence de Superman a coûté que Lex Luthor, eh bien, a été directement libéré de prison. Depuis quand Superman fait preuve d'un tel je m'en foutisme vis-à-vis de ses ennemis, et surtout quand il s'agit de Lex Luthor, bordel de merde. Donc là, il y a un gros problème au niveau de l'écriture. Autre point négatif, je ne crois pas en le Clark Kent de Brandon Routh. Parce que Brandon Routh, c'est un acteur qui est relativement beau gosse, qui, je pense, n'a jamais eu de soucis avec les filles quand il était à l'université, au lycée, etc. Et du coup, il sait pas ce que c'est que d'être un mec un peu paumé, un peu timide. Voilà, il doit pas savoir ce que c'est, et du coup, il le joue très mal. Là où Christopher Reeve, lorsqu'il interprétait Clark Kent, il surjouait la maladresse, mais je trouve que c'était, même si c'était surjoué, ça passait mieux. Ça passait mieux, je sais pas, il y avait un truc dans le jeu d'acteur, dans les émotions, dans le regard, dans plein de trucs. Christopher Reeves arrivait à nous faire croire qu'il était ce personnage un peu stupide qui faisait tomber ses tasses de café, qui rentrait dans les gens sans les voir, etc. Et du coup, lorsque Brandon Routh s'essaye au jeu, eh bien, je trouve que ça passe beaucoup moins bien. Et puis j'ai noté également qu'il n'y avait pas une différence physique assez prononcée entre son Clark Kent et son Superman. Parce que là où le Clark Kent de Christopher Reeves avait des grosses lunettes, un chapeau, il était emmitouflé dans son manteau, dans son costard, le dos courbé, souvent le regard au sol. Là où on avait vraiment une nette différence physique entre son Superman et son Clark Kent, et ben du côté de Brandon Routh, du coup c'est compliqué. C'est compliqué parce que il a juste les lunettes qui sont là pour lui grimer un peu le visage, mais c'est clairement pas suffisant. Et Lois Lane, c'est un autre défaut du film pour moi, Lois Lane qui est la seule personne sur Terre à avoir les deux constamment sous les yeux, Clark Kent puisque c'est son collègue de travail et Superman puisque c'est quand même son amant, elle devrait clairement se rendre compte du truc, quoi. Je veux dire, là il n'y a pas photo, quoi. Surtout que
Superman revient sur Terre comme par miracle 5 ans après sa disparition. Il refait la une des journaux. Et Clark Kent revient au Daily Planet 5 ans après en être parti également. Et là, la meuf, Lois Lane, plus grande journaliste de tous les temps, si ce n'est la plus grande journaliste américaine quand même, la meuf, elle a le Pulitzer, elle se rend compte de rien, ça la fait pas tiquer la gonzesse, tu vois. Donc là, un gros souci de caractérisation, Lois Lane est censée être quelqu'un de très curieux, très intelligent, et du coup, j'aurais préféré qu'on me dise dans ce film que Lois Lane, ça fait des années qu'elle est au courant, que Superman et Clark Kent c'est la même personne, et voilà, elle osait pas se le dire, mais elle le sait, elle le savait au fond d'elle. Bref, j'aurais préféré que Lois Lane dise clairement à Superman, ou à Clark, peu importe, en fonction de la situation, arrête de jouer ton jeu stupide, me prends pas pour une con, je sais qui tu es, tu vois, voilà. Ça aurait été plus logique et ça aurait mieux collé au personnage. J'ai un problème avec, puisqu'on est dans les personnages, Lex Luthor, puisque on a la même écriture de personnage que le Lex Luthor interprété par Gene Hackman dans le premier film, c'est-à-dire qu'on a ce Lex Luthor directement calqué sur celui qu'on pouvait avoir dans les années 60 dans les bouquins, le mec un peu foufou, qui a toujours un brin d'humour. On n'a pas envie de le voir, c'était bien dans les années 60, ça collait à la tonalité qu'on avait dans les comics à l'époque, mais au bout d'un moment, stop. On a fait changer Lex Luthor dans les comics, je crois à partir des années 90, si je ne m'abuse, où il est devenu ce businessman ténébreux, sombre, dont la vocation première est de montrer au monde qu'on n'a pas besoin de Superman. C'est ça le but premier de Lex Luthor. C'est de montrer que l'espèce humaine est assez grande, entre guillemets, assez intelligente pour pouvoir se passer d'un sauveur. C'est ça normalement Lex Luthor. Et on n'a toujours pas ça. Au bout de 5 films Superman. Ça commence à bien faire. Donc on nous ressort Miss Kitty, voilà, qui est une ersatz de Miss Teichmaker, le genre de personnage qu'on n'a pas envie de voir. Personnage de cartoon. On se passerait bien de ça, surtout lorsqu'il s'agit d'un méchant. Le personnage de Lois Lane, je fais un rapide retour sur elle pour dire que finalement, je ne sais pas si c'est dû à l'interprétation de l'actrice ou quoi, mais c'est un personnage finalement osef, qui est absent. 5 ans après, on ne sait même plus à quoi ressemblait la Lois Lane si on n'a pas revu le film entre temps, tu vois. Donc Lois Lane, gros problème, elle est absente là où elle devrait littéralement crever l'écran. Il y a un problème au niveau des incohérences temporelles, comme j'expliquais, avec l'âge de Martha Kent. Ici, Martha Kent, elle a au moins 80 balais. Et Clark, il doit en avoir à peu près 30, il doit avoir mon âge à peu près dans le film, hein, une trentaine d'années, bien tassé. Vous imaginez l'écart? Ça voudrait dire que Martha Kent a accepté d'adopter Clark à 50 piges. À 50 piges, tu n'adoptes pas un enfant, bordel. Vous allez me dire, c'est possible en soi. Scientifiquement, c'est possible d'adopter un gamin quand tu as 50 piges. Mais je sais pas, il y a un écart, un décalage générationnel qui du coup, si ça avait été traité, si la relation Clark Kent et ses parents avait été traitée dans le film, ça aurait été, je pense, bizarre. D'avoir autant d'écart entre ses parents. T'imagines 50 ans d'écart avec tes parents, c'est énorme. Après, c'est pas impossible, mais pour moi, c'est une incohérence quand même. J'ai un dernier point négatif, c'est concernant Metropolis, une ville qui n'a zéro identité, là où Metropolis aurait dû être une ville qui, elle aussi, aurait dû crever l'écran. Metropolis, moi je l'imagine comme une ville à la fois entre modernisme et futurisme, là où Gotham City c'est l'inverse. On aurait dû voir limite des robots qui passent le balai dans les rues, voilà, un peu de science-fiction mais sans trop en faire. On n'est pas dans un Star Wars, mais un petit peu ce côté un peu science-fiction, un peu futuriste. J'aurais aimé voir Metropolis, une grande ville immense avec des bâtiments à perte de vue, des bâtiments majestueux en verre étincelant. Vraiment, tu peux manger par terre dans les rues limite parce que tu as les robots qui passent le balai, parce que les gens sont disciplinés, parce que c'est la ville tournée vers l'avenir, tu vois. J'aurais fait Metropolis comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Et une fois de plus, on a un problème qu'on a dans tous les films d'ici, même les films Marvel finalement, c'est qu'on a un réel manque d'identité dans la ville. Clairement, on a un manque d'identité dans les villes, bordel de merde, ça devrait être un point fort des films, ça. Point positif, il y en a autant que des points négatifs, mais vous allez voir que les points positifs sont pour moi tellement importants que du coup, la note sera meilleure qu'une simple moyenne. Déjà, je trouve que malgré les quelques maladresses d'écriture concernant la caractérisation de Clark, enfin de Superman, qui décide d'abandonner la planète pendant 5 ans, ce genre de truc, je trouve qu'il y a quand même une compréhension assez profonde du personnage. De ses pouvoirs, de l'exploitation qu'il en fait,
On comprend que Superman, c'est pas juste un justicier, mais c'est le sauveur de la planète. Et on te montre des plans magnifiques où il est en satellite autour de la planète et il écoute absolument tout ce qui se passe et il juge de la gravité de la situation pour agir plutôt à tel endroit qu'à tel autre endroit, etc. On nous montre que Superman, c'est le sauveur, clairement. C'est le sauveur du monde. Donc il y a une vraie compréhension du personnage parce que c'était pas forcément le cas dans les autres films. Et c'est pas du tout le cas dans ce qui est arrivé après. Donc là c'est bien, le personnage est quand même, on a compris l'essence du personnage, on a compris que malgré ces quelques problèmes familiaux et personnels qu'il peut avoir dans sa vie de tous les jours, il garde le smile, parce que c'est et il continue à faire son boulot. Je veux dire, on n'a pas un Superman dépressif qui, parce qu'il a perdu sa petite amie, va commencer à ne plus rien faire. Il a des problèmes, Lois Lane est en train de lui dire gentiment, bah barre-toi, hein, tu m'as laissé pendant trop de temps, je vais pas me remettre avec toi, donc du coup, il a ce poids sur le moral tout au long de sa mission, mais il continue à faire sa mission. Ça va pas l'empêcher d'aller sauver les gens avec le sourire aux lèvres, tu vois. Donc il y a une vraie compréhension du personnage à ce niveau-là. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on s'attarde pas sur les problèmes personnels et humains que peut avoir Clark Kent. Là où un autre film, il serait allé à coup de marteau pour te faire prendre conscience que finalement Superman c'est quelqu'un d'assez humain. Là on n'y va pas comme ça, on prend des pincettes, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup mieux emmené, je trouve. Donc j'expliquais qu'il y avait une mise en scène qui était assez folle dans la façon dont on a de filmer Superman. Superman est filmé comme un dieu et comme un sauveur et c'est exactement ce que je veux voir parce que pour moi le personnage c'est exactement ça. Et on a des plans iconiques, on a une vraie iconisation du personnage et pour moi c'est un des points primordiaux dans un film de super-héros d'iconiser le personnage. Et là un plan tout con, donc Superman en satellite, en orbite autour de la planète pour savoir où il faut agir. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est Superman qui va se recharger au soleil. Dans un plan majestueux, la musique est signée John Ottman, il reprend quelques thèmes principaux de John Williams, mais il les agrémente à sa sauce, sans dénaturer l'œuvre de base. La musique est folle, la musique est poétique, le film est poétique, le film est beau quand il s'agit de filmer Superman. Et Superman qui se recharge dans le soleil, c'est con, c'est la base du personnage, ça n'a jamais été fait. Là, c'est le cas, enfin, merci. Donc on rejoint ce que je disais, il y a une vraie compréhension du personnage. J'ai marqué que le grandiose était de retour avec la musique. Je veux dire, quand tu poses ton cul en 2006, que tu es un adolescent qui, comme moi, est à fond dans les super-héros, parce qu'en 2006, j'avais 19 ans, donc j'étais un gamin, j'étais un adolescent. Et j'ai grandi avec Superman et Batman, et quand tu as 19 ans, le cul posé dans une salle de ciné en 2006, on te permet de revivre l'opening, avec, tu sais, le nom des acteurs qui arrivent façon Star Wars sur l'écran, avec la musique de John Williams derrière, etc., la caméra qui slalome entre les planètes. Quand on me permet de revivre cet opening unique et mythique qui était celui de Superman à l'époque, merci, Bryan Singer. Bonne compréhension du personnage, j'y reviens, puisque les séquences d'action ne consistent pas à nous montrer Superman qui se bat, puisque je l'ai déjà dit et je le répète, moi quand je vais voir un film Superman, j'ai pas envie de voir Superman qui se bat. Superman est un personnage qui ne sait pas se battre. À la base, c'est un fermier, Superman. Après on va me dire que ça dépend des versions une fois de plus. Je te parle de la version canonique. Superman n'est pas un maître du kung-fu. C'est pour ça que moi dans un film Superman, je veux pas que les scènes d'action nous montrent Superman qui se batte. Comme ça a été le cas dans Man of Steel et c'est un peu le problème que j'ai avec Man of Steel. Je veux qu'on voit Superman faire ce qu'il sait faire parce que c'est le seul à pouvoir le faire. Empêcher un avion de s'écraser. Soulever un bateau qui est en train de couler. Hein, faire des trucs épiques, bordel de merde, que seul lui peut faire, tu vois. Le mec, il est complètement pété. C'est le personnage le plus pété de l'histoire. Montrez-le-moi. Et là, on a des scènes épiques. La scène de l'avion, la scène du bateau. Alors, par contre, j'ai oublié de citer un point négatif. Je vais le faire tout de suite, petit rattrapage. La scène du bateau où Superman extirpe le bateau qui est en train de couler. Parce que dedans, il y a Lois Lane et son gosse. Et Richard, d'ailleurs. Il extirpe le bateau des eaux afin de le ramener à la surface. Et il y a eu un problème de cadrage qui a été fait, et tu vois Superman, donc l'acteur Brandon Routh, qui est attaché à un treuil, en fait. Il est suspendu à un treuil, tu vois son bras comme ça, suspendu à un treuil, et en train de sauver Lois Lane et toute la clique à la force de son bras. Et du coup, le cadrage aurait dû être le plan aurait dû être plus serré, qu'on ne voyait pas le bras de Clark, enfin de Brandon Routh, soutenir le truc, tu vois. Bref, c'est un petit point négatif, je trouve. Le problème, c'est qu'ils auraient dû corriger ça au montage. Là, il y a eu du laisser-aller là au niveau de la réal et au niveau du montage, il y a du laisser-aller parce que ce plan, il aurait jamais dû passer. Dans l'iconisation du personnage, il y a un truc qui
m'interpelle beaucoup quand je vois une œuvre Superman, c'est le fait de voir Clark déchirer la chemise avec le S en dessous et s'envoler. Ça, c'est quelque chose que je veux voir. C'est tout con, mais ça fait partie du personnage et pour moi, c'est aussi important que de voir Batman dans sa Batcave. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait que Superman soit traîné dans la boue, là au sens propre d'ailleurs, pour le coup, il y a vraiment une scène où il est traîné dans la boue par Lex Luthor et c'est Larbin. Et j'aime bien quand un héros est traîné dans la boue au sens figuré, pour le coup. J'aime bien, puisque il faut qu'un héros doive se surpasser. Il faut qu'un héros soit mis plus bas que terre pour qu'il se relève. C'est d'ailleurs toute la thématique des Dark Knight de Nolan. Hein. Pourquoi tombe-t-on, Maître Bruce, pour mieux se relever. Voilà. Et pour moi, ça devrait être la thématique de tous les films de super-héros. Un super-héros, on doit le faire chuter pour le faire mieux se relever. Pour moi, c'est la base. Ça fait partie de l'iconisation, ça fait partie de l'enjeu également, qui sont des points. J'ai fait une vidéo concernant les 5 points primordiaux pour faire un bon film de super-héros. C'était un épisode pause. Je vous invite à le regarder si ce n'est pas fait. Et voilà, enjeu et iconisation, ça fait partie de ces points primordiaux. Concernant l'iconisation, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film. C'est l'origine story du personnage. On a une séquence très rapide où tu vois le jeune Clark Kent, c'est un flashback, tu vois le jeune Clark Kent qui apprend à courir à la vitesse de la lumière dans les champs de maïs, dans sa ferme au Kansas, qui apprend à voler finalement, parce qu'il ne savait pas voler à ses tout débuts, clin d'œil à la BD. Et donc du coup, tout ça, ça participe à l'iconisation du personnage, hein, nous montrer le héros qui apprend, c'est un training montage, nous montrer le héros qui apprend à devenir, nous montrer le personnage qui apprend à devenir le héros, ça fait partie de l'iconisation. Voilà. Et pour moi, c'est primordial. Je veux voir dans un film Spider-Man, je veux voir Spidey qui essaye ses toiles, quitte à tomber d'un bâtiment ou deux de temps en temps parce qu'il n'est pas encore au point. Je veux voir Batman qui s'entraîne. Je veux voir, je veux voir tous ces trucs-là dans des films de super-héros. Et j'ai adoré Aquaman pour cette raison. C'est que dans Aquaman, tu as le training montage où tu vois le héros dans son élément avec les dauphins qui apprend à nager. Les mecs ont tout compris. Donc là, j'ai bien aimé cette séquence, ça participe une fois de plus à l'iconisation et au respect. Respect du personnage, c'est quelque chose qui est également un des points primordiaux que j'ai cité dans ma vidéo. Et puis en dernier point positif, vous voyez qu'il n'y en a pas 50 000. J'ai noté quelque chose de très important. C'est un film qui propose plusieurs niveaux de lecture. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est-à-dire que si tu n'as jamais vu aucun film Superman, tu peux le regarder en tant que tel. Ce film est suffisamment bien fait pour te montrer ce qu'il y a à montrer sur le personnage, donc l'origine story, rapide séquence pour te montrer d'où il vient, qui il est, etc. On nous le fait comprendre d'ailleurs dans le film. Film qui propose plusieurs niveaux de lecture pour les novices, pour les passionnés qui ont adoré le film de Donner, parce que tu peux te dire que c'est la suite du 2. Tu peux te dire que c'est la suite du 1, sans prendre le 2 en compte. Ça marche aussi. Tu peux te dire que c'est une suite de rien du tout, que c'est juste un film hommage. Ça marche. Bref, ce film est extrêmement malin parce qu'il s'adresse à un public extrêmement large. Aux avertis, aux novices, aux passionnés. Tu peux dire que c'est un one-shot, tu peux dire que c'est un reboot, tu peux dire que c'est un remake. Tu pourrais même te dire que c'est un remake du 1 finalement. Parce que dans sa narration, dans sa façon de filmer les scènes, dans sa façon d'expliquer les personnages et de les développer, pardon, je vais y arriver, on est presque sur du Superman 1. Hein. Il y a vraiment des ressemblances aberrantes, quoi. Enfin voilà, tu peux prendre le film comme ça te chante en fait. Et ça, c'est une grande force du film. Ce film met tout le monde d'accord. T'as envie de le voir comme étant un film nouveau, sans rien avant, sans rien après, pas de souci, tu peux, le film le permet, quoi. Pour la conclusion, je veux dire que ce Superman Returns, malgré tous les défauts qu'il puisse avoir et dont je suis conscient, attention, eh bien moi je l'aime beaucoup et je le mets sur un piédestal. Pourquoi? Parce que moi, j'ai peut-être pas le même sens des priorités que bon nombre de mes confrères youtubiens qui vont aimer déglinguer le film. Parce que j'ai entendu beaucoup de critiques négatives sur ce film et je les comprends, je les reçois, je les analyse et je les comprends. Parce que même moi j'ai des choses à redire. Et les gens je comprends aussi également le fait que les gens n'ont pas du tout le même... comment dire? Le même feeling que moi je peux avoir avec le monde des super-héros. Pour moi, la priorité dans un film de super-héros, dans les 5 points primordiaux que j'ai listés dans ma vidéo spéciale, je vous rappelle qu'il y avait respect, il y avait iconisation, il y avait l'enjeu, la tonalité, je ne sais plus quel était le 5e, bref, c'est pas le sujet, regardez la vidéo. Pour moi, le point le plus important, c'est l'iconisation. Tu peux me faire... Ah oui, c'était le scénario, le 5e point. Tu peux me faire un film avec un scénario pourri, mais avec un personnage fort, iconisé, le film prendra tout son putain de sens. Parce que le film, il est là pour te montrer le personnage. Voilà. Et à l'inverse, tu peux me faire un film avec un bon scénario, si tu n'iconises pas une seule fois ton personnage, ton film, je veux dire que c'est peut-être un bon film, mais c'est pas un bon film de super-héros, clairement.
Superman Returns réussit. Il y a beaucoup de choses qu'il ne réussit pas. Au niveau des incohérences temporelles, au niveau des petites maladresses d'écriture, le scénario est bon, mais sans non plus être un chef-d'œuvre. Il y a des trucs qui sont un peu à prendre ou à laisser, comme on dit. Bref, s'il y a bien une chose que Superman Returns réussit du feu de Dieu, c'est l'iconisation du personnage. À partir de là, pour moi, ça match complètement. Parce que, comme j'expliquais, j'ai pas le même le sens des priorités quand je vois un film de super-héros que certains de mes collègues pourraient avoir. C'est pour cette raison que j'aime Superman Returns et je vais lui mettre un 14,5 sur 20. Je vais vous expliquer ma note vite fait, après on arrêtera cette vidéo qui a duré bien assez longtemps. J'ai mis 14 sur 20 au premier film de Richard Donner. Et je mets 14,5 sur 20 à Superman Returns. Pourquoi? Parce que pour moi il s'agit quasiment du même film finalement. Les points négatifs, les deux films les partagent. C'est-à-dire que le Lex Luthor de merde que j'avais pas aimé dans Superman 1, il est de retour ici. Donc Superman Returns n'a pas plus pour moi de points négatifs que n'en avait le 1. La Lois Lane de Superman 1 était mieux. Je vous l'accorde. Mais hormis ça, et le Clark Kent de Christopher Reeve, effectivement. Cela dit, les quelques différences qu'il y a, elles sont minimes. Maintenant, pour moi, ce film, compte tenu de son âge, a quelque chose de vraiment positif par rapport au premier film, c'est qu'il n'a pas encore vieilli ce film. Il est encore relativement récent, il date de 2006, il a 12 ans, 13 ans. C'est pas un film tout neuf, certes, mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, visuellement, ce film, il est forcément plus beau et mieux fait que le film de Superman, que le film de Richard Donner, ce qui est complètement normal, complètement logique. Je jette pas la pierre au film de Donner, qui a fait déjà un excellent film en 1978 avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Ils ont fait un truc de ouf, clairement. Mais le problème, c'est qu'il a vieilli ce film. Il a vieilli, nul n'échappe au ravage du temps. Et donc du coup, puisque Superman Returns est quasiment le même film que le 1, mais avec les effets spéciaux modernes, avec des plans iconiques, avec des choses que n'avait pas forcément le 1, pour moi, il est mieux. Je préfère Superman Returns à Superman 1, pour cette raison. Mais je ne vais pas non plus mettre un point de plus, je mets juste 0,5 de plus en fait. Je ne mets pas un point complet en plus parce que il y a quand même des choses qui étaient quand même mieux faites dans le premier Superman de Richard Donner, comme j'expliquais, Lois Lane et Clark Kent, qui sont quand même des personnages centraux, bordel de merde, étaient pour moi un peu mieux foutus dans le film de Donner que dans celui-ci, ce qui explique pourquoi la différence entre Superman Returns et Superman 1 au niveau de la notation n'est pas plus démesurée que ça. 14,5 pour Superman Returns, ce qui reste une très très bonne note pour cette liste des magnétoscopes. Merci à vous tous chers zincs et je vous dis à très bientôt.